Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la 2STV et bienvenue dans Actu Show. Le 31 décembre 1980, Abdou Diouf hérite du pouvoir des mains de Léopold Sédar Senghor grâce à l'article 35. En juillet 1981, il met en place la Cour de répression de l'enrichissement illicite. En 1984, cette cour est mise en veilleuse. Elle n'aura fait que 3 victimes, 2 directeurs généraux de société et un technicien du Théâtre national, Daniel Sorano. Des observateurs diront qu'à travers ce mécanisme juridique, Abdou Diouf a voulu consolider son pouvoir, mais également maîtriser ses adversaires politiques. Macky Sall, 4e président, accéda au pouvoir dans des conditions démocratiques. Il clame depuis le début sa volonté d'inscrire la bonne gouvernance dans les mœurs politiques. Macky Sall va enrôler dans le lot des victimes Karim Meïssa Wade, l'ex-ministre de la coopération internationale, de l'énergie et des transports aériens. Vous l'aurez compris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le dossier Karim Wade va constituer le menu principal de notre sujet de discussion dans Actu Show. Nous allons également parler d'éducation dans la rubrique Le baromètre de l'actualité et nous allons évoquer le report de la CNAES. Nous aurons également dans ce numéro d'Actu Show la replay de l'actualité nationale et internationale. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Soro Diop, journaliste, chef du desk politique du journal Le Quotidien. Soro Diop titille la plume depuis une quinzaine d'années, une longue pratique du métier qui lui confère aujourd'hui la légitimité d'analyste politique. J'ai aussi l'honneur de recevoir Maître Abdou Kane. Il est membre de l'APR depuis 2010, membre du directoire et du pool d'avocats de l'État chargé de ramener, de rapatrier les biens mal acquis. Maître Abdou Kane est titulaire d'une maîtrise en droit public et un DES en droit humanitaire. Maître Abdou Kane. Enfin, je reçois aussi Abdoulaye Sow. Il fait partie de ces jeunes qui sont tombés sous le charme du pape du Sopi. C'était dans les années 88. Abdoulaye Sow est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, secrétaire à la vie politique de la Fédération nationale des cadres libéraux. Et pour nous accompagner, les élèves du CM El Hadj Mamadou Ndiaye de Ouakam. Un établissement d'éducation, de formation et de préparation à la vue future qui a vu passer des milliers de Ouakamois. Ils seront avec nous tout au long de cette émission. Je vous le disais donc, le dossier Karim Wade va constituer le menu principal de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons vous proposer un portrait de l'ex-ministre de la coopération internationale, de l'énergie et des transports aériens. Il a également conduit les travaux du sommet de l'OCI, c'était en 2008. À la faveur de l'élection présidentielle de 2000, Abdoulaye Wade, opposant naturel des 2 premiers présidents du Sénégal, arrive au pouvoir. C'est aussi le moment choisi par son fils Karim Wade pour sortir de l'ombre. Ses enfants n'étaient pas dans le milieu politique. Sa famille était à Genève et Karim lui-même, on ne le voyait pas au niveau des manifestations. La première fois, ou même pour sa femme, la première fois où on a vu Viviane Wade, c'était en 88. C'est quand Abdoulaye Wade avait été interpellé par une dame du Parti socialiste en disant « Oui, mais Fantomas ne sont pas confier le pays à quelqu'un dont on ne connaît pas la famille. » Donc immédiatement, et puis Viviane Wade est entrée dans la campagne. On a vu voilà, que c'était ça la femme d'Abdoulaye Wade. Il s'installe à Londres dans la même année et fera plusieurs navettes vers Dakar. En 2002, Karim décide finalement de rentrer au Sénégal pour travailler aux côtés de son père. Ce qui lui vaudra la nomination au poste de conseiller personnel du président de la République, chargé de la mise en œuvre de grands projets, tels que le futur aéroport international Blaise Diagne AIBD, prévu à Diass, la restructuration des industries chimiques du Sénégal, ICS, ou la mise en place d'une zone économique spéciale
intégrée dans la capitale. Il fera aussi office d'expert financier de son papa, une première dans l'histoire politique du Sénégal. C'est une première, et puis je pense que ce qui se passe est une leçon pour tous les hommes politiques, pour qu'on se rappelle les règles de base de la République. C'est quoi la République? La République est le système où le pouvoir n'est pas attaché à une personne et à sa famille. Promotion ou montée en puissance, en juin 2004, Karim se verra confier la présidence de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique, ANOSI, avec pour mission de préparer et organiser le 11e sommet de l'ECI, devant réunir 4 ans plus tard à Dakar les responsables de 57 pays musulmans. Si pour Wade père, il s'agit d'attirer les investisseurs arabes, l'on peut y voir aussi une voie royale de propulsion politique de Wade fils. D'autant plus que Karim voyage, négocie les contrats et devient l'interlocuteur privilégié des pays du Moyen-Orient. Dans une république, il est communément admis qu'il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Quand votre père est président de la République, ça vous donne énormément de pouvoir, mais ça augmente aussi vos responsabilités le jour où vous devrez rendre compte. En 2006, avec Abdoulaye Baldé, directeur exécutif de l'ANOSI, il crée l'association dénommée Génération du Concret, visant à assurer l'adhésion populaire au pompeux grand chantier qui bouleverse le paysage dakarois. Petit à petit, l'oiseau faisant son nid, ce nouveau slogan omniprésent débouchera sur la création d'un mouvement politique du même nom. Pour le cas de Karim Wade, à part le segment du PDS, le projet ne pouvait pas passer. C'est pourquoi ils avaient beau investir, avoir des stratégies, investir des milliards, le résultat est toujours le même. Malgré des travaux inachevés et des dépenses extrêmement onéreuses, le sommet de l'ECI eut bien lieu. Le journaliste d'investigation Abdoulatif Coulibaly publiera peu après un livre intitulé « Comptes et mécomptes de l'ANOSI », décriant de graves manquements, cas de fraude et autres surfacturations dans la gestion des travaux préparatoires du sommet islamique. À l'époque, les gens avaient pensé que c'était un acharnement avec de compte, mais compte et mécompte de l'ANOSI, ça a beaucoup servi à ouvrir les yeux des Sénégalais sur l'ampleur du désastre. Sur un autre terrain, l'ancien directeur de campagne du président Wade à l'élection présidentielle de 2007 et non moins compagnon de parti, Macky Sall, est devenu président de l'Assemblée nationale. Il décide de convoquer le fils du président pour, dit-il, qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais sur la gestion de l'ANOSI. Macky Sall a très bien dit que non, de toute façon, moi, ce n'est pas moi qui l'ai convoqué, c'est le président de la commission des finances, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne fais que signer. Et puis quand il y a eu des tentatives de réconciliation, de colmater les brèches avec Wade, il a dit non, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je suis tenu de signer, mais c'est la commission des finances. Par cet acte, Macky s'est attiré les foudres du président et de ses camarades de parti. La majorité parlementaire, incarnée par le PDS, permet à Wade d'obtenir la réduction du mandat du président de l'Assemblée nationale, le ramenant à 1 an. Macky Sall rendra finalement le tablier pour tous les postes électifs découlant de son statut de militant PDS. Ce qui s'est passé, ça montre aussi les dérives de ce que j'appelle moi l'état légal. C'est quoi un état légal? Abdoulaye Wade a commis beaucoup de forfaitures, comme Diouf d'ailleurs. Ceux qui nous ont dirigés ont commis beaucoup de forfaitures légales. C'est des forfaitures légales. En 2000, il ne faut pas l'oublier, en 2000, quand Diouf a voulu faire sauter la limitation du nombre de mandats présidentiels, il a modifié la Constitution, les articles 21 et 28 de la Constitution, si je ne me trompe. Abdoulaye Wade a fait la même chose. Macky Sall est président depuis 1 an, et pourtant, jusqu'à présent, le mandat du président de l'Assemblée nationale est d'1 an. Aux élections régionales, municipales et rurales du 22 mars 2009, le camp présidentiel est sanctionné par le peuple. Les alliés ont perdu même dans les localités d'où les leaders sont originaires. Ce que les Sénégalais ont dit en 2009 dans l'urne, à mon avis, ça a été beaucoup plus déterminant que toutes les protestations et les manifestations. Pour sa première candidature électorale, Karim Wade est sévèrement battu dans son propre fief du Point E. C'est un signe clair que si vous ne pouvez pas gagner dans votre... Et puis, au-delà du signe clair, c'était la première fois que Wade perdait le Point E. C'était la première fois que Wade lui-même perdait le Point E. Et c'est ça la démocratie. Au mois de mai de la même année, et cela malgré ses déboires électoraux, il est nommé ministre d'État, ministre de la Coopération internationale et des Transports aériens. Le 5 octobre 2010, le ministère de l'Énergie lui est aussi affecté en remplacement de Samuel Sarr. Le fait que Karim ait perdu les locales au Point E et que son père le bombarde, c'est ça la République. La République, vous avez deux sortes de légitimité, c'est soit l'élection et soit la nomination. Comme c'est son père qui nomme aux fonctions civiles et militaires, et le président de la République a voulu contourner le suffrage des électeurs par un décret
en le nommant ministre, en disant, et puis s'il fait des routes, et c'est ça qui est aujourd'hui, à mon avis, tragique. Mars 2012, le pouvoir vient de changer de main. Macky Sall, l'ancien paria du régime de Wade, est devenu le maître du jeu. Au centre de sa politique de rupture annoncée, la traque des biens mal acquis. Dans ce cadre, Karim est convoqué plusieurs fois par le procureur spécial, commis pour enquêter sur les prétendus détournements de deniers publics et enrichissements illicites. La rondelette somme de 694 milliards lui serait imputable. Ces montants proviendraient de montages financiers rendus possibles par la gestion de juteux secteurs comme celui du transport et de l'aviation civile. C'est un rappel à l'ordre, c'est une très bonne chose pour l'actuel président, ou même pour les gens qui vont suivre, en leur disant, si vous mettez votre famille, vos frères, vos sœurs, votre belle famille au cœur de l'État, l'alternance étant la respiration naturelle de la démocratie, tôt ou tard, ils devront rendre compte. Et c'est ça la République. Lundi 15 avril 2013, l'ex-ministre de l'Énergie, de la Coopération internationale et des Transports aériens a été arrêté. Avant qu'il ne soit aux affaires, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi courtois et d'aussi convenable. Mais malheureusement, quand votre père est président de la République et quand vous êtes aux affaires, ce sont les courtisans qui vous rendent fou. Une chose est sûre, si Karim Wade réussit à sortir des mailles de la justice, blanchi et libre de tout mouvement, il deviendra de facto le meilleur candidat à la succession de Macky Sall si l'on se réfère au vécu récent de l'actuel chef d'État du Sénégal. Au demeurant, la confirmation des faits reprochés remettrait en question la renommée et la loyauté de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade. Karim Wade est depuis mercredi 17 avril un pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Soro Diop, je vais commencer par vous. Je rappelle que vous nous accompagnez dans le cadre de Actu Show et que vous serez présent à tous les numéros pour décrypter les clés de l'actualité nationale tout comme internationale. Soro Diop, l'incarcération de Karim Wade était-ce inscrite dans la logique des choses? Karim Wade est-il une victime de la politique de rupture instaurée par Macky Sall ou est-ce une victime d'un mortal combat politique qui se joue entre adversaires? Oui, peut-être tout cela à la fois. Je pense que ce qui fait que les gens s'intéressent particulièrement à ce feuilleton, c'est que Karim Wade est une personnalité, est un personnage central pour avoir occupé des fonctions dans l'espace de l'État qui presque étaient des fonctions quasiment présidentielles. Et je pense que Karim Wade, les péripéties de son arrestation charrient beaucoup de vacarme, de charivari, de tohu-bohu et de tintamarre, parce que justement, c'est le fils du président de la République. Et indépendamment du fait qu'il soit le fils du président de la République, il a été au cœur et au centre, ou je dirais même dans l'épicentre de la gestion en particulier du pouvoir. Après avoir effectivement exercé des fonctions de conseil de son père, de manière plus ou moins discrète au début, ensuite d'avoir eu presque une position ostentatoire dans la gestion en particulier de l'ANOCI, gestion du reste très controversée, sur laquelle il n'y a pas eu vraiment de solution adéquate et qui font que toute situation que l'on n'a pas résolue revient comme des obus, comme des bombes quand ces situations-là n'ont pas été solutionnées. On reviendra peut-être sur l'aspect politique parce que j'entends tous les hommes politiques de quelque bord qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, dire que c'est un dossier judiciaire. Il faut laisser à la justice faire son rôle. C'est le leitmotiv. Au moins, sur ce plan-là, il y a un consensus à leur niveau. Il faut laisser la justice faire son travail. Mais ils ne laisseront jamais
jamais la justice faire son travail, ces hommes politiques. Parce que ce dossier-là, qu'on le veuille ou non, est aussi quelque part éminemment politique. Un dossier politico-judiciaire. Abdoulaye Sow, on a comme l'impression que les libéraux ne sont pas surpris de l'arrestation, de l'incarcération de Karim Wade. Bien évidemment, madame, je voudrais d'abord vous remercier, saluer ceux avec lesquels je partage la table et saluer les élèves bien habillés qu'on voit autour de nous et qui nous motivent et qui fonderont nos argumentations parce que nous parlons à des Sénégalais et nous parlons à une jeune génération qui a besoin d'avoir des valeurs et des orientations très claires. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, vous savez, depuis le début, nous savions que c'est une question éminemment politique. D'abord, il y a que la réactivation de la Cour de l'enrichissement illicite. Vous avez dit dans votre introduction qu'Abdou Diouf l'avait installée parce qu'Abdou Diouf avait manipulé avec Senghor la Constitution à travers l'article 35 et avait besoin d'asseoir son pouvoir. Et pour asseoir son pouvoir, il fallait apeurer les barons du Parti socialiste. Ce dont Macky Sall n'a pas besoin. Je précise qu'il a été élu dans des conditions démocratiques. Je vais en venir, madame. Alors, je vais en venir, madame. Alors, Abdou Diouf, dans son contexte politique, pour apeurer les barons du Parti socialiste, a été un peu inspiré pour créer une cour de répression de l'enrichissement illicite. Et les barons du Parti socialiste se sont tus. Il n'y a eu que 5 affaires. Après, cette cour a été rangée dans les oubliettes. Ça, c'est en 1981. C'est une loi de 81. En 1984, Abdou Diouf a mis en place une loi, la loi 84-19, qui porte l'organisation judiciaire du Sénégal. Et dans la loi, la CREI n'existe pas. Donc, Macky Sall, qui a été ministre d'Abdoulaye Wade, rappelons-nous, qui a été premier ministre d'Abdoulaye Wade, durant de 2000 à 2009, au moins nous avons eu un compagnonnage où il n'y a pas eu d'histoire, avec Abdoulaye Wade trouvé cette cour. Cette cour n'a jamais été utilisée. On vient en 2012 parce que simplement on a peur d'un retour rapide d'une opposition organisée au pouvoir. On réactive la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui, il faut le noter, d'abord a des tares congénitales parce que, 1, elle renverse la charge de la preuve, 2, elle nie le double degré de juridiction, et 3, je l'ai appris ces jours-ci avec le procureur, le tonitruant procureur Aliou Ndao, qui supprime le privilège de juridiction reconnu par la Constitution du Sénégal. Donc forcément, on ne peut avoir qu'une vision politique de cette affaire. Maintenant, vous avez vu les conditions dans lesquelles les premières auditions, Karim Wade a été entendu jusqu'à 2 heures du matin. On l'a vu dans aucun pays du monde. Déjà, le parti de l'APR, à travers ces jeunes, à travers certains membres, disait que l'arrestation de Karim Wade est une demande sociale. N'ayant pas pu satisfaire la demande sociale sur le riz, n'ayant pas pu satisfaire la demande sociale sur l'huile, n'ayant pas pu satisfaire la demande sociale sur l'essence, n'ayant pu satisfaire la demande sociale sur les conditions de vie des Sénégalais, la seule demande sociale qu'il pouvait remplir, parce qu'il dispose de la puissance publique, c'était de faire arrêter Karim dans des conditions sur lesquelles on pouvait revenir. Des conditions qui tentent simplement à humilier un homme. On va revenir sur l'aspect judiciaire de la chose. Mais vous avez essayé de comparer Abdou Diouf à Macky Sall. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir dans les mêmes conditions. Macky Sall dispose aujourd'hui d'une légitimité au niveau du Parlement. A-t-il besoin de ressusciter une cour de l'enrichissement illicite pour neutraliser des adversaires politiques? Madame, je vous ai expliqué qu'il est venu à la suite de multiples cotisations sans une légitimité populaire réelle. Donc il fallait mieux, dans le combat, c'était d'effacer Abdoulaye Wade. Les gens l'ont effacé. Mais les gens n'ont pas élu Macky Sall, c'est clair. Macky Sall est un président par défaut. Deuxièmement, il a besoin d'avoir une légitimité aujourd'hui pour gouverner convenablement ce pays. C'est une affaire de cotisation. Vous avez vu la coalition Benno Bokk Yakaar avec ses multiples facettes. Donc par conséquent, c'est vrai que les deux accessions au pouvoir sont différentes, mais les ambitions sont les mêmes. Légitimer un pouvoir et pouvoir prétendre à une réélection qui ne sera pas facile. Parce que c'est vrai, on peut satisfaire cette demande sociale en incarcérant Karim Wade, mais les Sénégalais attendent le pouvoir sur la place de la réalisation de ses promesses, et aucune de ces promesses jusqu'à ce jour n'a même pas vu un bout de réalisation. Alors, Maître Abdou Kane, je vais utiliser un schéma dont je me suis inspiré d'un analyste politique. Macky Sall a aujourd'hui le pouvoir politique,
mais il n'a pas le pouvoir économique et il lui faut arracher ce pouvoir économique des mains du PDS. Un analyste politique a fait allusion à cet argumentaire pour expliquer un peu la mise en place de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Est-ce que c'est un jugement qui rencontre votre assentiment? Bon, d'abord, je commencerai par vous remercier pour votre invitation, saluer toute l'assistance et également alors vous féliciter pour la pertinence de cette émission. Je ne voudrais pas d'abord revenir sur le passé concernant la mise en place de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il ne suffit pas simplement qu'une juridiction soit omise dans l'énoncé d'une nomenclature des juridictions ordinaires du pays pour dire que cette juridiction n'existe pas. Alors surtout qu'il s'agit de juridiction spéciale, premièrement. Deuxièmement, une juridiction ne peut être omise de l'architecture institutionnelle et juridictionnelle que par une loi qui abroge cette juridiction-là, ce qui n'est pas le cas. Troisièmement, je voudrais dire également que cette juridiction n'est pas nantie de tare congénitale. Parce que déjà en 1981, le président Abdou Diouf a été, si on peut s'exprimer ainsi, prémonitoire. Parce qu'il voulait tout simplement lutter contre les gaspillages, lutter contre les prévarications et lutter contre donc, la prédation. C'est ce qui a fait qu'il a mis en place cette Cour et ses réformes législatives. Mais plus tard, vers les années 2000, nous savons très bien que la Banque mondiale a, donc, par le truchement de l'Organisation des Nations Unies, fait voter la loi contre la corruption. L'Union africaine également en a fait de même, quand elle a mis en place ce qu'on appelle la Convention contre la prévention, pour la prévention de la corruption et la lutte contre la corruption. C'est vous dire que déjà, aujourd'hui, il y a donc une idée qui est largement partagée par la communauté internationale qui veut que si on veut promouvoir le développement des États émergents, les États sous-développés, il faudrait qu'on s'attache à lutter contre les gâchis. Il faudrait faire en sorte que les pouvoirs qui sont en place appliquent une politique vertueuse, qu'ils appliquent une politique qui est sobre. Mais pour cela, on a eu des mécanismes qui nous permettaient d'instaurer, d'appliquer cette bonne gouvernance. On a l'inspection générale d'État, le corps de contrôle des établissements publics, il y a eu la création de l'ARMP qui a fortement diminué le nombre de marchés de gré à gré dans les processus de passation des marchés. Oui, mais ça, ce sont des institutions administratives. Donc, qui ont été mises en place pour rationaliser l'action de l'administration et de l'État, pour rationaliser également l'utilisation des biens publics. Mais ce ne sont pas des structures qui, à proprement parler, peuvent lutter contre la corruption et contre les délits d'enrichissement illicite. Mais dans votre programme Yoonu Yokkute, il a été dit que Macky Sall, une fois arrivé au pouvoir, allait permettre au corps de contrôle d'avoir le pouvoir d'autosaisine. En tout cas, on n'a vu nulle part où l'on a parlé de la mise en scène de la CREI. Vous savez, déjà, il y avait des corps de contrôle, c'est vrai. Mais il y avait une profusion de corps de contrôle. Donc, l'objectif, c'est d'abord de rationaliser l'utilisation de ces corps de contrôle. De les renforcer, de leur donner les moyens financiers nécessaires et de leur donner le pouvoir d'autosaisine pour lutter contre la malgouvernance, la corruption, etc. C'était ça le programme du Yoonu Yokkute. Oui, je n'en disconviens pas, mais je dis qu'aujourd'hui, ce programme est donc en cours d'élaboration. Parce que le président de la République a mis en place une commission chargée de la réforme des institutions
de la République, il a mis en place une commission chargée de la réforme de l'administration et une commission chargée de la réforme du système foncier. Toutes ces commissions-là concourent à rationaliser l'action des corps de contrôle, à renforcer leur pouvoir et à leur conférer des pouvoirs d'autosaisine. Donc, nous sommes bien dans cette trajectoire. Évidemment, on ne peut pas, pour des corps de contrôle qui ont déjà existé, se lever un bon jour et leur dire vous avez un pouvoir de contrôle ou vous avez un pouvoir d'autosaisine sans spécifier les domaines d'intervention de ces pouvoirs de contrôle. Mais justement, j'en viens à ma première question à laquelle vous n'avez pas répondu. La remise en selle de la CREI, est-ce que cela ne procède pas d'un calcul politique? S'agit-il de récupérer le pouvoir économique des mains du PDS? Non, il ne s'agit pas de récupérer le pouvoir économique des mains de qui que ce soit. Quand le président est arrivé au pouvoir, il est arrivé au pouvoir avec déjà une forte majorité qui voulait du changement et des ruptures pour mettre un terme à la politique de malgouvernance qui, jusqu'à ce jour-là, prévalait dans le pays. Et c'est pour cette raison que le président a pris plusieurs mesures tendant à restructurer l'intervention de l'État, à restructurer l'intervention de la dépense publique et également à augmenter la qualité de service. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de lutter pour renflouer les caisses de l'État. La gouvernance est un tout. On ne peut pas gouverner aujourd'hui un pays sans prendre en compte les préoccupations économiques, sans prendre en compte les préoccupations sociales et sans prendre en compte les préoccupations culturelles donc des populations. Et c'est aujourd'hui à cet exercice que le président Macky Sall s'exerce. Faire en sorte que les populations qui l'ont élu puissent manger à leur faim, puissent boire à leur soif, puissent bénéficier d'un minimum de couverture médicale. Mais peut-être qu'il faudrait apporter juste un bémol. Et le FMI, dans son dernier rapport concernant l'instrument de soutien à la politique économique, a eu à le souligner. Les marchés de gré à gré ont connu une augmentation. Non, là c'est... Depuis l'avènement de Macky Sall. Ça, c'est le FMI qui le dit, ce n'est pas un argument politique. Vous savez, par exemple, une projection économique peut ne pas toujours correspondre à la réalité en fonction de l'endroit où vous percevez les conclusions de ce rapport-là. Et c'est le cas aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que le président de la République est arrivé au pouvoir il y a moins d'1 an. Et le président de la République a exercé effectivement le pouvoir il y a moins d'1 an. Et en une année, les marchés de gré à gré sont c'est en juillet que l'Assemblée nationale a été mise en place. Et aujourd'hui, quand le président est arrivé au pouvoir, 2 mois après, il y avait des urgences. Il fallait mettre en place donc, des intrants. Il fallait mettre en place des aliments de soudure. Il fallait mettre en place des aliments pour le bétail, pour soulager donc, aussi bien les populations que les éleveurs. Et c'est pour tout cela que le président a mis en place donc, un budget de 35 milliards pour faire en sorte que ces préoccupations d'urgence soient donc, prises en compte, notamment dans le cadre donc, de la prise en charge de la campagne de commercialisation. Il y a ensuite le problème des inondations. Vous savez, quand par exemple dans la banlieue, presque plus de des milliers d'habitations sont submergées par les eaux, quand des milliers de personnes aujourd'hui vivent sous la belle étoile, je pense qu'un président de la République ne peut pas engager une procédure d'offre classique pour attendre dans 6 ou dans 8 mois d'avoir les résultats pour Merci beaucoup. Prendre des décisions. L'explication est entendue. Soro Diop, toujours concernant le volet politique de cette affaire, n'y avait-il pas un choix à faire pour Macky Sall? C'est-à-dire c'était soit Karim Wade, c'était ou lui? Oui, je pense que, bon, d'abord, il faut revenir sur un aspect. En politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses détriments. Je pense que il y a eu la Cour de répression de l'enrichissement illicite sous Abdou Diouf. Il en a fait ce qu'il en a fait. Il n'a pas osé aller jusqu'au bout du point de vue sous l'effet de la riposte des barons du Parti socialiste qui était suffisamment trop bien implanté à l'intérieur du parti. Et de la classe maraboutique. Oui. Ensuite, nous ne sommes plus dans le même scénario après. Parce que personne
ignore qu'Abdoulaye Wade a été élu de manière correcte et démocratique. Même si par ailleurs, ce que vous dites de Macky Sall élu par défaut, Abdoulaye Wade l'a été aussi par défaut en 2000. Parce qu'il a fallu des forces politiques de l'opposition, que des forces politiques de l'opposition aillent jusqu'en France le convaincre de revenir pour disputer ce mandat, mais il en avait presque fini. Je pense que Sidi Lamine Niasse a écrit d'ailleurs un petit ouvrage pour montrer qu'il a été un président élu par défaut. Donc tous les deux présidents, sous les deux alternances, ont été pratiquement élus par défaut. C'était des référendums contre les présidents sortants. Contre les présidents sortants. Ça c'est clair. Ensuite, Abdoulaye Wade avait la latitude, de manière très claire, d'abroger, de supprimer la Cour de répression de l'enrichissement illicite. S'il l'avait supprimé de manière très claire, on n'en serait pas là. Ensuite, Maïmouna, une chose est de mettre sur pied des institutions de contrôle. Autre chose est de laisser ces instruments de contrôle, ces structures de contrôle, effectuer et faire effectivement leur contrôle. Vous savez, à un certain moment donné, ce qui a beaucoup d'ailleurs fait que une convergence de récrimination se soit dirigée vers le régime, c'est parce qu'il y a eu des audits. Et la presse en a parlé à l'époque. Moi, tout ce qui se passe maintenant là, c'est de la répétition. Parce que tout ce qui se dévoile aujourd'hui, la presse plus ou moins en avait dévoilé beaucoup d'aspects. La gestion de l'ANOCI, on en a parlé. Est-ce que la priorité était de mettre au début de l'alternance quelque chose dans l'ordre de 240, 300 milliards sur une corniche, alors que dans la banlieue, on était confronté à des urgences d'inondation. Alors que dans l'intérieur du pays, des produits alimentaires, des produits agricoles pourrissaient, faute de route, faute tout simplement de pistes de production pour les transformer. Quand un gouvernement vient en place, et ce que je dis est valable aussi pour le gouvernement de Macky, quand un gouvernement vient en place, il est en face d'une demande en compétition. L'électricité, l'eau, l'agriculture, etc. Voilà une grappe de demandes en compétition. Et un gouvernement doit savoir, dans ce grappe de demandes en compétition, quelles sont les demandes les plus prioritaires. Et faute d'avoir saisi qu'est-ce qui était prioritaire, on a investi immensément de l'argent, des milliards et des milliards, qui pouvaient au moins conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence. Aujourd'hui, les audits là, une cuillère à 35 000 francs, une cuillère simple à 35 000 francs. La réfection des bureaux de Karim Wade à 700 millions de francs. Ça, c'est des audits qui ont été faits sous Wade. Mais ces audits-là, on les a mis sous le coude. Alors, et aujourd'hui, ça revient comme des obus. Alors, au regard de tous ces audits, de tous ces contrôles qui ont été effectués, Macky Sall pouvait-il se prévaloir d'une quelconque crédibilité s'il n'attaquait pas le dossier judiciaire? Non, je pense que ce dossier judiciaire, il s'est invité... Et j'en reviens au problème du choix. Il s'est invité, ce dossier judiciaire s'est invité en campagne électorale. Les hommes politiques ont agité ce dossier judiciaire. Le peuple a réclamé que l'argent qui lui a été substitué lui soit rendu. Maintenant, moi, dans la démarche, j'ai des problèmes dans la démarche. On va y revenir. Voilà, parce que c'est la démarche-là qui fait que le processus par lequel où on est passé, qui fait qu'il y a des suspicions politiques
dans le processus qui a été entamé à ce niveau. C'est la démarche qui soulève la polémique. Mais Abdoulaye Sow, le leitmotiv des libéraux, c'est que Karim Wade est blanc comme neige, il n'a rien fait. Mais peut-on avoir géré autant de milliards, manipulé autant de dossiers sous l'ère Abdoulaye Wade, surtout que la lumière n'a toujours pas été faite sur l'utilisation de cet argent et échappé à la machine judiciaire? Bien, je voudrais d'abord dire à mon ami Soro Diop, c'est vrai, Abdoulaye Wade a été élu à la suite d'une coalition. Macky Sall aussi a été élu au deuxième tour à la suite d'une coalition. Mais il reconnaîtra avec moi que les deux hommes n'avaient pas les mêmes légitimités dans l'opposition. Il est clair qu'en 2000, quand tu demandes à tous les Sénégalais qui pouvaient battre Abdou Diouf, ils vous diront que c'est Abdoulaye Wade. C'était le leader naturel de l'opposition. Tel n'est pas le contexte en 2012. En 2012, vous dites aux Sénégalais qui va gagner Abdoulaye Wade, ils vous diront Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Idrissa Seck et quelqu'un d'autre. Pourtant, donc, par conséquent, Soro, je vous ai écouté avec beaucoup de... Je vous ai écouté avec... Tout en ayant beaucoup de remarques sur votre discours et votre façon de parler. Je n'ai absolument rien dit. Donc, laissez-moi le temps de terminer. Donc, historiquement, la légitimité et le charisme de Wade n'ont rien à voir avec celui de Macky Sall. Ça, c'est historique. Vous ne pouvez pas dénaturer l'histoire. Et deuxièmement, quand bien même vous parlez des audits, je suis d'accord, et le PDS a dit dans une déclaration qu'il faut auditer tout le monde. De 2000 à 2012 au moins, qu'on audite tous ceux qui ont participé à la gestion d'Abdoulaye Wade. Mais non, Soro, je vous en prie, 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 et la culture et l'éducation que j'ai de pouvoir vous écouter, même si j'en souffre. Vous n'êtes pas... c'est ça la vérité. Donc deuxièmement, Soro, vous savez, les Sénégalais nous écoutent. Et les Sénégalais nous écoutent et ils voudraient bien avoir des gens d'une correction relative, au moins. Donc par conséquent, j'ai dit, le PDS a dit qu'il faut des audits, il faut auditer tout le monde. Je suis d'accord avec vous, tous les audits qui ont été faits doivent être transmis au procureur pour que la sanction soit... Parce qu'aucun Sénégalais n'est au-dessus des lois. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas des audits, c'est des auditions. On vous demande, attendez, ce n'est pas des audits, c'est des auditions. On demande à quelqu'un, on lui trouve qu'il y a un beau véhicule, on vous dit, comment vous avez fait pour avoir ce véhicule? Je suis d'accord qu'on le fasse. La loi, vous avez dit, il y a eu quand même des erreurs. Je suis d'accord, parce que moi je suis un intellectuel honnête. Il y a eu des erreurs dans la gestion de cette affaire. Vous me dites, maître, je respecte votre qualité d'avocat, mais vous me dites que, oui, tant que la loi n'est pas abrogée, attention, regardez la loi 94-19, il énumère de manière, en citant toutes les cours, et dit dans une autre disposition que toute autre disposition contraire est abrogée. La juridiction spéciale ne doit pas faire notre honneur. Dans aucune démocratie au monde, il y a une juridiction spéciale. Nous nous sommes tous battus pour lutter contre ces juridictions spéciales. Rappelez-vous, en 88, c'est une cour de sûreté de l'État qui condamnait. Aujourd'hui, on va faire ça. Donc, par conséquent, si nous sommes dans un processus de main blanche, il faut que cela soit pour tout le monde. Alors, je viens. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, madame. Laissez-moi terminer. Je terminerai, madame. Je terminerai. Parce que la chose de la question, je suis d'accord. Des personnes ont été convoquées dans le cadre de ces audits. Vous voulez, madame, vous voulez couper ce que je veux dire. Mais vous ne pourrez pas. Continuer. Je vais vous dire exactement. Non, je n'écouterai cette question que lorsque j'aurai terminé ce que je suis en train de dire. C'est clair? Vous allez devoir écouter. Des personnes ont été convoquées dans le cadre de ces audits réalisés par Abdoulaye Wade en 2008 et en 2009. Madame, je continue à vous dire... Pourquoi n'avez-vous pas interrogé la gestion de Macky Sall quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était ministre de l'Énergie, quand il fut directeur général de Petrosen? Il n'a pas été épinglé par des audits. C'est vrai, madame, c'est vous qui m'avez invité. C'est la question que je vous pose. Je revendique aussi ma liberté d'expression. Je dis, donc quand nous arrivons à cette commission, on dit on va voir les hommes blancs comme neige. Dans ce pays, il faut que tout soit clair. Nous sommes d'accord. Mais des gens qui roulent aujourd'hui, je cite nommément M. Moustapha Niasse, son pouvoir et sa richesse, pourquoi on ne l'entendrait pas? Pourquoi j'aurais donné du crédit au procureur spécial s'il convoque M. Moustapha Niasse et lui dit, toi aussi justifie tes biens. Parce que de 1960 à 2002, Moustapha Niasse est un actionnaire de l'État. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, depuis 2000, on ne lui connaît aucune fonction. Il fait fonctionner un parti. Il a des moyens colossaux. Mais le procureur spécial devait aussi le convoquer. Monsieur Macky Sall, en 2000, moi j'ai travaillé avant Macky Sall,
En 2000, il venait d'avoir son premier poste. Lui-même, il a écrit dans sa déclaration de patrimoine, j'ai 8 milliards. En tout cas, si on évalue tout son patrimoine. Pourquoi, monsieur le procureur, ne prendrait-il pas le pouvoir de convoquer tous les Sénégalais qui peuvent être soupçonnés en ce moment-là? Si on le faisait, là, les Sénégalais, je suis d'accord, mais Macky Sall aurait pu faire preuve d'élégance en se rendant là, en se disant, je suis président, mais mes avoirs sont clairs et licites. Le débat est d'ordre politique. Et c'est à ce niveau que je vous dis, maintenant, vous nous reprocherez à notre pouvoir, à nous, pourquoi, comme Soro l'a dit, il y a eu des audits, encore que la responsabilité des chiffres qu'il avance, je le laisse, qu'il y a des audits qui ont été faits, ces audits doivent être transmis. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je considère que nous devons installer notre pays dans une dynamique irréversible de lutte contre l'impunité. Pouvait-il en être autrement pour Karim Wade, qui a eu à gérer des milliers de milliards autour desquels il y a souvent eu controverse? Est-ce qu'il pouvait échapper au rouleau compresseur de la justice? Mais madame, je vous dis, vous avez tantôt dit cela, il y a des institutions qui ont mis en place pour contrôler. Je vous ai dit tout de suite que jusqu'à ce jour où je parle, Karim Wade n'a pas été audité sur l'anoxie, en tout cas le pouvoir ne l'entend pas sur l'anoxie, ni sur ses responsabilités gouvernementales. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a un audit très clair qui condamne Karim, mais Karim ne peut pas échapper à la justice. Mais vous avez dit ses responsabilités. Mais retenez aussi que de 2000 à 2012, Abdoulaye Wade a eu au moins 4 premiers ministres. Mais le premier ministre est responsable de l'application de la politique gouvernementale, telle que définie dans notre Constitution. Mais aucun des premiers ministres aujourd'hui, n'est inquiété dans aucune mesure. Cela veut dire que les auditions mises en œuvre, que la CREI réactivée, je me demande aussi la notion de réactivation dans le droit, qu'est-ce que ça signifie? Toutes ces mesures sont d'ordre politique pour asseoir un pouvoir chancelant, pour asseoir un pouvoir incapable de répondre à la plus petite des promesses. J'ai entendu maître dire oui, les inondations, l'agriculture, oui, ça force du marché du gré à gré. Maître, ça c'est ridicule à la limite parce qu'on ne peut pas accepter que pour des trucs qu'on élève le marché de gré à gré qui était à 8% quand Abdoulaye Wade quittait le pouvoir. En une année de pouvoir, on est à 24% et on veut le justifier par des exceptions. Alors, il y a une polémique qui pollue l'atmosphère. Il s'agit du débat autour de la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'argumentaire des avocats de Karim Wade, c'est qu'il devait bénéficier du privilège de juridiction en tant qu'ancien ministre, mais le procureur spécial et son substitut ne l'entendent pas de cette oreille. Et nous allons suivre ces deux explications. Vous pouvez bénéficier, dans le cadre de vos statuts ou bien de vos fonctions, d'un privilège qui vous soustrait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à la compétence des juridictions de droit commun, ou en tout cas à la compétence d'une juridiction où doivent être jugées toute personne ne bénéficiant d'aucun privilège. Mais au moment de la constitution du délit, ce privilège ou ce statut qui conférait ce privilège disparaît. Mais vous redevenez justiciable ordinaire comme tout le monde. On peut avoir la sympathie de Karim Wade, on peut détester Karim Wade, mais reconnaissons-lui au moins une chose, c'est que si le droit lui donne raison, avons-nous, nous, le droit de lui dénier ce que lui reconnaît la justice? Maintenant, les 42 pages, c'est rien du tout. Nous avons dans les 42 pages, c'est en réalité, on a fait en sorte que si la commission d'instruction ou la Haute Cour de justice, l'Assemblée nationale est saisie pour une mise en accusation, qu'ils aient déjà un dossier prouvant qu'en réalité, le procureur spécial, la brigade spéciale était incompétente, le procureur spécial est disqualifié, il n'a pas respecté la règle de droit et que ce dossier devait être classé. Voilà ce qu'il y a dans ces 42 pages. C'est les irrecevabilités, les violations des droits et les déclinatoires de compétences qui se trouvent dans ces 42 pages.
Alors, Maître Abdou Kane, l'argumentaire du substitut du procureur, c'est que le délit d'enrichissement illicite est instantané. Il est constitué à partir du moment où la personne mise en demeure apporte les réponses. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de certaines dispositions de la Constitution sénégalaise qui stipulent que certaines personnalités doivent bénéficier, telles que les anciens ministres, les anciens présidents de la République, doivent être jugés par la Haute Cour de justice? Oui, je voudrais simplement rappeler que la Constitution du Sénégal, c'est la loi fondamentale qui organise... Elle exerce sa primauté sur toutes les autres lois. Qui organise les compétences, les prérogatives et le fonctionnement des institutions publiques. Mais cela n'empêche pas à d'autres textes, sur certains points, de déroger aux stipulations de cette Constitution-là. Et la loi 81-53, donc, aujourd'hui, a réglé le problème de la compétence. Parce que, effectivement, ce qu'on oublie souvent, c'est que le délit d'enrichissement illicite est une incrimination qui est nouvelle. Sinon, c'est une incrimination qui aurait pu être prise en charge par les anciennes infractions de droit pénal, de droit commun, qui existent aujourd'hui et qui sont prises en charge et traitées par les juridictions donc ordinaires. Mais, comme c'est une infraction qui n'est pas contenue, l'incrimination et la mise en responsabilité pénale commencent à compter de la réponse à la mise en demeure. C'est au lendemain de la réponse apportée par Karim aux interpellations du procureur qu'effectivement, donc, l'infraction est constituée. Donc, c'est un délit qui est instantané, n'est-ce pas? Alors, là, on ne peut pas aujourd'hui, pour un délit instantané, rechercher la responsabilité pénale de ces gens-là sous la bannière de la Haute Cour de justice. Parce qu'au moment où ils sont interpellés, au moment où ils répondent, au moment où ils rendent compte, effectivement, ils ne sont plus dans l'exercice de leur fonction ministérielle. Ils ne jouissent plus de ces privilèges-là. S'ils étaient, n'est-ce pas, donc en exercice ou en fonction, au moment de leur interpellation, ils auraient pu invoquer à juste titre le privilège de juridiction. Mais ce n'est plus le cas. Maître, n'êtes-vous pas confronté à un problème de délai? La demande sociale se fait très très pressante concernant la matérialisation de la traque des biens mal acquis. N'y a-t-il pas quelque part une accélération de la procédure pour mettre entre les mains des Sénégalais quelque chose? Non, il n'y a pas d'accélération de la procédure. Il y a simplement des dispositions dérogatoires qui ont organisé la répression de l'enrichissement illicite pour d'abord faciliter donc la répression, mais également accélérer la procédure d'instruction et de jugement, et également permettre à la personne qui est poursuivie de justifier ses avoirs ou de justifier son train de vie. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a mis cette loi-là en place. C'est pour permettre aux populations qui ont été spoliées de leurs droits de pouvoir rentrer vite dans ces droits-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une procédure ordinaire de détournement de deniers publics ou une procédure ordinaire portant sur le blanchiment d'argent peut prendre banalement 2 ans ou 3 ans. Mais si le législateur a, par exemple, organisé et presque aujourd'hui réglementé les délais d'exercice de la procédure en disant que le juge d'instruction doit, dans le délai de 6 mois, instruire la procédure et retourner le dossier entre les mains du procureur spécial. Si le procureur spécial doit, dans le délai de 2 mois, renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement, mais tout cela, c'est pour accélérer la procédure. Mais c'est également pour permettre que justice soit faite et également que la personne poursuivie puisse justifier ces avoirs-là. C'est ce qui explique la mise en demeure qui lui a faite et la faculté qui lui est donnée de rapporter les preuves de ses avoirs ou la preuve de son train de vie comme étant conforme à ses revenus légaux. Mais c'est quand même la CREI est quand même une juridiction qui piétine certaines dispositions en matière judiciaire. Il n'y a pas de disposition concernant les droits au recours. La charge de la preuve est inversée. Non, c'est pas vrai. On vous dit que la charge de la preuve est inversée. Non, parce que c'est pas vrai. Parce que le droit de recours existe bien
Le droit de recours Le droit de recours pas. est prévu. Le procureur spécial peut faire recours, mais les personnes concernées ne peuvent pas exercer ce droit de recours. Les décisions de la CREI ne sont pas susceptibles de recours. Bien sûr, voilà. Qu'il y a la possibilité de pourvoi qui est posée par la loi 81-51. Quand on dit également que la charge de la preuve, c'est un faux problème. C'est parce que dans l'organisation de la CREI, il appartient au parquet de rechercher les preuves. Il appartient aux personnes. Et le parquet peut tirer ses preuves partout où besoin sera. Parce que dans le code de procédure pénale, donc, le procureur a la faculté de rechercher des informations, mais les fonctionnaires également en exercice ont le devoir d'informer le procureur sur tout ajustement délictueux. Et c'est la raison pour laquelle, quand le procureur est en possession de ces informations-là et des preuves qui établissent l'existence d'un train de vie sans rapport avec les revenus légaux, ou bien qui établissent une fortune également sans rapport avec les revenus légaux, de sommer la personne mise en cause pour lui permettre de se justifier par rapport à ses avoirs. Donc, aujourd'hui, le prévenu a bel et bien, en l'espèce Karim Wade, la possibilité de rapporter et d'établir la preuve de son innocence. Donc, dire que la charge de la preuve est renversée, c'est, je pense, à mon avis, un faux débat. Merci beaucoup, Soro Diop. On en revient à la réelle politique. Alors, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a eu une accélération de la procédure concernant le cas Karim Wade? Parce qu'une mise en scène de la Haute Cour de justice aurait pris beaucoup plus de temps. Oui, bon, je précise d'abord à l'endroit de M. Ba, de M. Sow, que je suis une personne très respectueuse. Sur un plateau, on ne m'a jamais reproché de l'irrespect par rapport à une personne. Peut-être ne concevons-nous pas le débat de la même manière. Ça ne me gêne nullement qu'au cours de mon intervention, que vous m'interrompiez parce que vous voulez une précision ou une clarification. C'est ça, l'esprit du débat pour moi, c'est ça. Bon, maintenant sur ce débat, je suis un profane. Je ne rentre pas dans les débats judiciaires techniques. Si je le fais, je m'approprie ce dont ce n'est pas ma spécialité. Tout ce que je peux dire et constater, c'est que ce débat a été politisé, cette affaire a été politisée, aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition. L'opposition joue la carte de l'acharnement. Tout ce que vous leur dites, ils n'entendent pas, ils disent qu'on s'acharne sur Karim Wade. On s'acharne sur le PDS. On veut démanteler l'opposition. De la même manière qu'on leur a reproché cela en 2000, quand ils sont acharnés sur le Parti socialiste, en ne condamnant que ce qu'ils ont voulu condamner et en lâchant ceux qui les ont rejoints au Parti socialiste. Ça aussi, c'est une histoire récente. Il ne faut pas aussi insulter la mémoire des gens. Ensuite, moi, dès le début, quand le procureur spécial de la République est sorti pour faire une conférence de presse, ensuite pour se rendre à Touba, comme s'il fallait justifier des choses à Touba, je m'en suis offusqué. Parce que je pensais qu'il n'était pas du rôle du procureur spécial à l'étape où était le dossier, de sortir, et même les trucs qu'on organise, les conférences qu'on organise pour médiatiser, etc. On n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est que la justice fasse son travail en toute sérénité, en toute indépendance et parfois même en toute discrétion. C'est de cela qu'on a besoin. On n'a pas quand on éprouve le besoin de communiquer, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on veut faire savoir. Or, pour moi, ce n'est pas ça le rôle de la justice. L'APR, le PDS peuvent s'étriper les chignons sur ce dossier-là. Mais pour moi, la justice doit demeurer, elle, tout à fait indépendante, libre, discrète, efficace, efficiente. Et donc, le porte-parole du chef de l'État n'a pas à intervenir dans ce débat. Non, c'est-à-dire, le ministre de la Justice n'a pas à intervenir dans le débat. Ils ont à intervenir dans ce débat. Quand ils interviennent, c'est des éléments politiques qui interviennent. Parce que vous ne pouvez pas détacher la fonction du ministre de la Justice d'une fonction éminemment politique.
Vous ne pouvez pas détacher la fonction du porte-parole du président d'une fonction éminemment politique. Donc, c'est des politiques qui interviennent. Mais pour moi, pour la célérité du dossier, pour l'efficacité et l'efficience dans le traitement du dossier, la justice, elle, n'a pas à s'exposer et à faire comme si c'était un dossier qui doit être sous l'agora. Alors, Soro, comment est-ce que vous appréhendez à partir de ce moment où il a été mis dans les liens de la détention, l'avenir de Karim Wade? A-t-il un avenir politique dans ce pays? Écoutez, Karim Wade, pour moi, a tenté plusieurs fois de se tisser un avenir politique épaulé par son père au sommet de sa puissance et de sa gloire. Si Karim Wade n'a pas pu avoir un avenir politique, avec tous les moyens dont disposait son père, avec tous les moyens dont il disposait à l'époque, je n'insulte pas l'avenir. Je n'insulte pas l'avenir. Mais est-ce qu'il a, je me demande, est-ce qu'il a les chances, aujourd'hui que son père n'est pas au pouvoir, qu'il ne dispose pas de tous les leviers, lui qui est allé aux élections locales et qui a été battu dans son bureau de vote, est-ce qu'il peut avoir un avenir politique? J'entends souvent un théorème politique là qui ne tient sur absolument rien, que la prison c'est le raccourci pour le pouvoir. Ce théorème, il ne tient sur absolument rien. Mais il n'y a aucune base scientifique. Non. Il sait que s'en est couvert, Macky Sall, et il a eu 15%. Est-ce que pour autant, il est devenu le président de la République? Macky Sall s'est couvert de ce manteau des martyrs et il est aujourd'hui président de la République. La victimisation, c'est vrai qu'on dit que les Sénégalais, le peuple sénégalais est très sensible à la situation de victimisation. Quand Djiboka a été victime du Parti socialiste, quand il est parti aux élections législatives, il a récolté pratiquement 7 députés, ce qui était une gageure à l'époque. Quand Moustapha Niasse est sorti du Parti socialiste, il a eu une popularité énorme pour avoir osé rompre à l'époque avec le parti socialiste. Quand Idriss Seck a rompu avec Abdoulaye Wade, il est allé aux élections de 2007, il s'est accrédité, et encore que là, les élections se passaient à un moment où il y a eu le boycott de l'opposition. Mais il a quand même récolté un suffrage assez intéressant. Mais toutes ces personnes-là, par la suite, dans le processus de l'évolution politique, passé la période de victimisation, ces personnes sont revenues à des scores relativement faibles, relativement des scores moins. Donc il ne faut pas, donnez-moi dans l'histoire du Sénégal une vérité scientifique qui établit que quand on est victime, on a fait la prison, on va à la présidence de la République. Non, il ne faut pas charrier là. Les contours... Non, Abdoulaye Wade, attention. Quand est-ce qu'il a été en prison? En 93, en 88. En 88. Quand est-ce qu'il est venu au pouvoir après? 2000. En 2000. Entre 2000. Je vous ai dit qu'Abdoulaye Wade n'avait même pas envie d'aller aux élections présidentielles en 2000. Merci Soro. Alors, Abdoulaye Sow, Karim Wade est aujourd'hui présenté comme un prévaricateur des deniers publics, un homme qui a soudoyé des secteurs clés de l'économie nationale pour se faire une fortune de 694 milliards. Demain, est-ce qu'il pourra se prévaloir d'un sentiment patriotique pour espérer convaincre les Sénégalais et conquérir leur suffrage? Avant de vous parler de demain, de vous parler d'aujourd'hui. Monsieur Diop parle oui, la justice. Mais commencez par répondre à ma question avant d'en venir aux arguments de Madame, monsieur Diop. Vous voulez me couper. C'est-à-dire que, moi, avant de parler de demain, je parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui... Nous sommes dans les projections. Mais madame, laissez-moi argumenter. Monsieur Diop a dit, oui, en parlant du dicton prison vers le palais, mais ça c'est des propos de rue. Et sinon, Ino aurait été président de la République. C'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez en prison par l'arbitraire,
Si vous êtes en prison par l'arbitraire, il est évident que le peuple pourrait être solidaire à vous. Et c'est ce qui va arriver. Maintenant, vous aussi, madame, et avant même de revenir à madame, monsieur, vous avez... C'est-à-dire que, moi, c'est-à-dire que la politique, moi, ne me conduira jamais à dire ou à faire ce qui n'est pas de mes convictions. Monsieur, si vous dites qu'on peut déroger à une disposition constitutionnelle sans que cela ne soit prévu par la Constitution elle-même, cela me paraît être extrêmement grave. Parce que l'article 101 de la Constitution, qui accorde le privilège de juridiction à tout ancien ministre dans l'exercice de ses fonctions, il est clair et il n'a accordé aucune dérogation. Et dans la hiérarchie des normes, vous lui avez rappelé cela, dans la hiérarchie des normes, la Constitution est la première des normes. On ne peut pas, sous quelque prétexte que ce soit, la violer ou même y déroger de manière volontaire. Donc, par conséquent, ne me parlez pas d'une dérogation à cette Constitution, c'est inacceptable. Vous avez créé, vous avez appelé, vous avez réchauffé le délit instantané. Mais vous savez ça, c'est l'histoire. Nous, le Sénégal, là, on n'est pas né d'aujourd'hui. Hein? Et l'histoire est là. Abdoulaye Wade, le 16 février 1994, il était député du Sénégal. On est venu l'arrêter. Parce qu'on ne peut pas arrêter un député, sauf s'il y a flagrant délit. On est venu l'arrêter chez lui et on a théorisé le flagrant délit continu. C'est la même astuce qu'on crée aujourd'hui en créant le délit instantané pour soustraire Karim à la haute cour de justice, pour soustraire tous les anciens ministres à la haute cour de justice, pour les soumettre à la disposition de la CREI. C'est inacceptable. Tout comme... Monsieur Sorodiop, non, je vous souligne, on est dans un débat. Quand vous parlez là, vous savez, les Sénégalais là. Je vais juste relever. Non, je vais juste relever. Quand vous avez voulu mettre Idriss Seck en prison, vous lui avez collé le délit d'atteinte à la sûreté de l'État et vous l'avez mis en prison. Non, c'est-à-dire aussi, souviens-toi aussi que c'est M. Macky Sall, actuel président de la République que tu soutiens et qu'il soutient, qui a lu le rapport d'inspecteur d'État contre Idrissa Seck. Parlez de ça aussi. Absolument. Parlez de ça aussi. Non, absolument. Mais n'essayez pas. Non, vous avez parfaitement raison. Voilà, donc par conséquent, laissez-moi terminer. Voilà. Parce que moi, j'ai réponse à toutes les questions politiques et historiques sur cette question. Maintenant, sur l'avenir. Vous n'avez pas insulté l'avenir, mais vous avez insulté le peuple sénégalais. Parce que seul le peuple sénégalais est souverain pour choisir son futur président de la République. Si Karim répond à toutes les conditions d'un président sénégalais, les Sénégalais en jugeront et l'éliront. Quelle que soit votre position. Qui ont été collés. Mais attendez, vous dites encore que c'est des motifs. Nous sommes aussi en droit. La présomption d'innocence est reconnue. Jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Karim est innocent. Maintenant, et vous avez vu sur la question, il a parlé de que tout a été fait dans la légalité. Le procureur spécial, très spécial que vous avez, lui-même a prouvé que ça ne repose sur rien. Il parle d'un document de 42 pages et sur les annexes, pour lui, ça n'a aucune espèce d'importance. En vérité, c'est un combat politique. L'arrestation de Karim Wade obéissait à des impératifs politiques programmés depuis la présidence de la République dont le procureur spécial n'est qu'un agent exécutant. Je serai d'accord. Moi, je suis partisan, comme Soro, hein, de la transparence, de la bonne gouvernance, de l'équité. Mais je dis, et je vous l'ai dit tantôt, si la Cour de répression de l'enrichissement illicite voulait être crédible au Sénégal, elle aurait pu entendre tous les hommes politiques qui peuvent être suspects. Et ça, je vous ai rappelé, toutes ces personnalités qui déambulent dans ce pays avec des avoirs. Les de Karim Wade ne sont pas compromis. Mais absolument pas. C'est votre sentence. C'est simplement, mais absolument pas. Parce qu'en vérité, si la justice est appliquée, Karim Wade sortira blanc comme neige de cette affaire et les Sénégalais. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, en violant toutes les procédures, le seul effet recherché, c'était que les Sénégalais voient que Macky Sall est capable de mettre Karim Wade en prison. Et là, il réussit. Merci. Alors, pour clore définitivement ce dossier Karim Wade, Maître Abdou Karim Wade est maintenant dans les liens de la détention. Dans un mois, la clameur publique va se calmer autour de cette affaire. Les populations vont tourner la page et la réalité de la gestion du pouvoir va reprendre le dessus. En êtes-vous conscient? Mais bien sûr, nous en sommes conscients. Mais je voudrais d'abord inviter les uns et les autres, surtout les hommes politiques, à savoir raison garder et à laisser à la justice le soin de faire son travail. La justice
ne rime pas avec vitesse. La justice ne rime pas avec émotion. Mais le problème, c'est que des procureurs aussi, on en trouve chez vous. Oui. Thierno Alassane Sall a organisé une conférence de presse pour porter des accusations. Si des hommes politiques peuvent s'exprimer sur des aspects politiques de la gouvernance du président... Mais pas sur des aspects judiciaires. Mais pas sur les aspects judiciaires. Ah, oui. Parce que quand même, en vertu de ce qu'on appelle le secret de l'enquête et du principe du secret de l'instruction, on doit laisser à la justice faire son travail. Et c'est ainsi qu'on pourra préserver le climat de sérénité. Et c'est un conseil que vous donnez aux libéraux, mais aussi aux républicains. À tout le monde, aux républicains. Mais je ne voudrais pas aussi que... je voudrais aussi donc répondre à M. Soro Diop quand il dit qu'il ne partage pas aujourd'hui donc les interventions du procureur spécial. Je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, vous savez, la justice a toujours eu une tradition de discrétion, une tradition de solennité et une tradition de hauteur qui fait qu'elle s'est toujours démarquée de l'opinion publique et de la gestion quotidienne des affaires. Mais aujourd'hui, je peux dire que l'opinion publique est tellement avare d'informations, l'opinion publique est tellement pressée de justice, n'est-ce pas, et les politiques également sont tellement aujourd'hui passionnés par la chose judiciaire qu'il est bon quand même quelquefois, comme d'ailleurs ça se fait dans les grandes démocraties, que le procureur intervienne pour tout simplement apporter quelques éclairages. Mais dans ces démocraties, les procureurs ne sont pas téléguidés par des mains politiques. Non, il n'y a pas de téléguidage. Il y a simplement que il y a des décisions qui ont été prises. Il faut que préciser le contexte dans lequel ces décisions ont été prises, préciser le contenu de ces décisions et éviter une manipulation de l'information judiciaire qui peut nuire à la bonne marche de la justice. Maintenant, je veux simplement rappeler tout simplement à M. Sow qu'on ne peut pas faire dans la justice. Vous savez, il a parlé de constitution. Il y a des principes généraux de droit. Le spécial déroge toujours au général. La constitution réglemente les dispositions générales et les dispositions fondamentales qui gouvernent un pays. Deuxièmement, alors, seront vous parler, quand vous parlez d'instantané, seront vous parler, mais de délits contenus comme ce fut le cas au temps d'Abdoulaye Wade. Mais ça, c'est une jurisprudence. Tous les anciens ministres aujourd'hui. Ce n'est pas la loi. Non, mais ce que le procureur a parlé, ce que le procureur a avancé, parlant de délits instantanés, c'est en fonction des dispositions légales, n'est-ce pas? La loi 95-53 qu'il en a décidé ainsi. Mais je pense que, comme il l'a dit, il ne maîtrise pas les affaires juridiques, donc il doit se garder de se prononcer sur ces affaires-là. Alors, Maître Kane, je dis que la réalité de l'exercice du pouvoir va reprendre le dessus. Macky Sall doit faire face à la cherté de la vie, à la problématique de l'emploi, de la santé, aux réformes qu'il a promises aux Sénégalais. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est l'agenda judiciaire qui préoccupe beaucoup plus les tenants du pouvoir. Non, ce n'est pas le cas, justement. La semaine dernière, le président était à Matam. Et il a mis en place un important programme d'investissement. Il a promis. Cette semaine, hier, il était à Kolda. Il a donc mis en place également un programme d'investissement de plus de 200 milliards de francs CFA. Rien du tout. Aujourd'hui, vous savez, il y a des politiques hardies qui sont mises en place pour permettre de concrétiser la politique et le programme donc, de gouvernement qui ont été définis par le C'est lui qui m'a dit que les règles nouvelles par le la procédure judiciaire qui est aujourd'hui en cours, les procédures judiciaires qui sont aujourd'hui en lice ne sont que des aspects corrélatifs d'une politique globale de gouvernance vertueuse. C'est à cela que le président s'attaque. On ne peut pas faire la politique en laissant de côté un aspect aussi important que le plan judiciaire dans la gouvernance donc, du pays. C'est pour cela aujourd'hui je suis obligée de clore rapidement. C'est-à-dire que, maître, je respecte votre qualité de juriste, mais attention, la Constitution et les lois sont faites pour l'ensemble des citoyens. Et nous sommes tenus tous de les apprendre. Deuxièmement, vous avez dit que justice rime avec vitesse. Non. Il y a des élèves, pas avec les vitesses, exactement. Voilà. Vous m'avez bien rectifié d'ailleurs, je vous en remercie. Justice ne rime pas avec vitesse. Ces élèves qui sont là,
dans 3 ans à 4 ans, ils seront au baccalauréat. Même une épreuve de baccalauréat, en philosophie, il faut 4 heures de temps. Monsieur le procureur spécial a réussi, en 2 heures de temps, de déchiffrer un programme de 42 pages et de lire 3000 pages et de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer au registre éducation de cette. On va passer au registre éducation de cette. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va passer au registre éducation et c'est la rubrique baromètre de l'actualité qui revient sur le rapport de la Commission nationale de concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, un rapport de 78 pages qui attend la matérialisation par les pouvoirs compétents, mais chez les étudiants, ce rapport divise. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar croule sous le poids des difficultés financières et du nombre pléthorique d'étudiants. Pourtant classée 58e au rang des meilleures universités africaines, Cheikh Anta Diop est plombée par un déficit de 4 milliards ayant entraîné des retards dans le paiement des salaires des vacataires, le non-paiement des per diem dus aux enseignants-chercheurs et des indemnités de suggestion pour les écoles de formation. Il s'agit pour nous, simplement, de partager des convictions fortes quant à la direction à prendre, de nous accorder sur les mesures à adopter dans un contexte mondial qui est ce que nous constatons, de construire une intelligence commune de ce qu'il y a lieu de faire, non pas pour réformer une fois pour toutes, mais pour réamorcer et réorienter une dynamique de changement qui fera que la transformation du système deviendra un processus continu et permanent. Le malaise qui vit le corps professoral s'est traduit par de nombreux bouleversements dans le déroulement des enseignements, sans oublier les problèmes d'orientation auxquels le nouveau bachelier font face. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur CNAES devrait sortir ce temple du savoir du gouffre dans lequel il se trouve. Mais ces conclusions ne font pas l'unanimité chez les pensionnaires de l'UQAD. Parce que les gens qui étaient là-bas et qui ont donné ces propositions sont encore une fois, en tout cas, ils ne sont pas en phase avec les réalités de l'université. Par exemple, un professeur comme Bachir Diagne, qui aujourd'hui, depuis 20 ans de cela, est parti à l'extérieur pour pouvoir faire là-bas ses études, pour pouvoir enseigner, et que cette science qu'il est parti enseigner, nous avions besoin de cela. À l'issue des travaux, le comité de pilotage a formulé 78 propositions devant permettre l'émergence d'un nouveau type d'étudiants. Cependant, l'augmentation du coût des inscriptions, des tickets de restauration et l'intégration des critères d'excellence ne passent pas chez les étudiants qui dénoncent leur mise à l'écart. Je dis que les étudiants n'ont pas été impliqués parce que nous pensons que les étudiants étant au centre de cette concertation, ils auraient dû participer dès le départ. Le comité de pilotage aurait dû venir dans les universités discuter d'une question aussi importante de l'augmentation des inscriptions. Chez certains enseignants, le choix des membres du comité de pilotage ne fait pas l'unanimité. Mais ceux à qui on a confié cette mission-là ne sont pas au courant des réalités de l'université. Je vais citer des noms. Il y a notre collègue Souleymane Bachir Diagne, qui est très brillant, mais qui n'est pas imprégné des réalités de l'université. Parce que d'abord, il n'a pas fait ses études supérieures à l'université de Dakar. Il a fait ses études supérieures en France. Et voilà 10 ans qu'il est parti pour monnayer ses talents aux États-Unis. La CNAES a fait l'état des lieux de l'enseignement supérieur, un secteur à volo. La balle est maintenant dans le camp des pouvoirs publics. Soro Diop, qu'est-ce que ce rapport vous inspire? Est-ce qu'avec ces conclusions, on va faire émerger un nouveau type d'étudiant, un étudiant au service de son pays, ou est-ce qu'on file tout droit vers la privatisation de l'université? Oui, je pense qu'à certains endroits, quand on voit le rapport, d'abord le rapport traduit un malaise profond dans le secteur de l'éducation. Ce rapport traduit une défaite vraiment de tous les gouvernements
qui ont eu à gérer le secteur de l'éducation. Défaite dans quel sens? Défaite parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux que requiert la transformation, les transformations qualitatives au niveau de l'éducation. De 1960 jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement dans le secteur de l'éducation, alors que la vie change, les technologies changent, nous sommes dans un monde tourneboulé, dans un monde trépidant de changements. On n'a jamais su nous adapter à ces changements. Que sont devenues les assises de l'éducation sous Abdou Diouf, où pourtant il y avait des éléments des révolutionnaires du point de vue en particulier du secteur de l'éducation. Ensuite, ce rapport traduit de toutes les façons donc la faillite des politiques d'éducation qui ont été mises sur place. Moi, si je retourne aujourd'hui à l'université, je ne suis pas du tout dépaysé par rapport au programme que l'on me donnait à l'époque. Mais est-ce qu'il ne permet pas de rallumer la flamme de l'espoir avec cette proposition? Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens ne fassent pas des séminaires, des conférences, des assises, etc., uniquement des exécutoires sans suite. Que n'importe quel régime qui vient choisit à un moment donné de réfléchir sur les moyens de sortir l'éducation du gouffre, mais par la suite que les résolutions qui sont prises soient mises sous le boiseau. Ce dont je suis sûr, moi, c'est ça ma conviction, c'est qu'on fausse le caractère, l'entrée à l'université. Quand vous voyez ces systèmes qui consistent à nous dire au niveau de la Banque mondiale, etc., qu'il faut atteindre des taux de pourcentage de 100% d'alphabétisation, c'est ça qui a faussé le domaine de l'éducation. On a pris des ailes de dinde, comme on le dit, on a pris des gens qui sont des vacataires, sans connaissance pédagogique, pour enseigner à des enfants là où l'exigence de la psychopédagogie est excessivement pointue. Un enfant de 4 ans, 5 ans, c'est une cassette vierge. Cet enfant-là, du point de vue il faut que quelqu'un qui ait des notions en psychopédagogie pointues puisse enseigner à cet enfant-là. Alors, ce rapport... Ensuite, l'université est le lieu de l'élite. L'université est un espace pour les élites. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez partout, ce n'est pas n'importe qui entre à l'université. Il faut cesser de faire de l'université un lieu de dépotoir de tous les bacheliers. Ce n'est pas possible. Mais on risque d'en faire un lieu de... non, attends. Il faut qu'il y ait des filières intermédiaires. Il faut qu'il y ait des filières intermédiaires pour ceux qui ne peuvent pas accéder à l'université, des filières de formation professionnelle mais le problème, dans lesquelles il faut orienter ces gens-là. Au lieu d'avoir une université de la République qui donne aux fils du Sénégalais moyen, du Sénégalais pauvre, la possibilité d'aspirer à une formation de qualité, avec l'augmentation des coûts des inscriptions, des tickets de restaurant, on risque d'en faire l'université de l'aristocratie. C'était ça l'objectif des bourses qui sont octroyées aux étudiants. Les bourses étaient octroyées à des étudiants dont les parents n'ont pas un revenu assez conséquent pour permettre de supporter leurs études. Les parents, ceux qui sont nantis, c'est leurs parents qui prennent en charge leurs études. Voilà pourquoi les bourses étaient instituées à l'époque. À l'époque, il fallait d'ailleurs déposer un dossier et la commission examinait en fonction du revenu de votre parent, est-ce que vous avez droit à une bourse? Maintenant, c'est les enfants des riches à qui on octroie ces bourses. C'est ça qu'il faut rectifier.
Ces anomalies-là, ces inéquités-là, c'est ça qu'il faut rectifier au niveau de l'université. Mais est-ce que les étudiants devraient mettre la main à la poche pour financer une partie de leurs études supérieures comme cela se fait aux États-Unis? Barack Obama a terminé il y a de cela 8 ans de payer son prêt universitaire. Mais même ça, mais Aminatou, à l'université, les étudiants doivent pouvoir même trouver des boulots à l'université. Des boulots. Les restaurants là, ça ne doit pas être entre les mains d'entrepreneurs privés. Il doit y avoir un système d'organisation à l'intérieur de l'université de telle sorte que les étudiants puissent y faire des plongées, etc. L'université doit être un espace dans lequel on doit pouvoir rentabiliser le travail des étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soro Diop. Abdoulaye Sow, dans le rapport de la CNES, il est dit que l'université doit avoir la possibilité d'autofinancer ses activités et son fonctionnement. Et pour cela, il y a eu des propositions qui ont été faites. Qu'est-ce que ce rapport, ces propositions vous inspirent? Bien évidemment, je voudrais d'abord dire sur beaucoup de questions, même s'il y a parfois une adversité ponctuelle, Soro Diop et moi, sur la question de l'université, nous partageons certaines choses qu'il faut nécessairement réformer l'université. Quand il tape sur le pouvoir, vous êtes bien d'accord? Non, il n'a pas tapé il a tapé sur tous les pouvoirs, sur la question de l'éducation. Bien entendu, je veux dire que l'université, quand même, est le réceptacle, comme il l'a dit, de l'élite sénégalaise. Cela est important. Il faut qu'on arrive à adapter notre université aux normes internationales. Cela est deuxième postulat important. Mais là où j'ai des difficultés, c'est que l'université aussi est un champ social. Au-delà de l'espace universitaire qu'il incarne, il y a aussi un champ social. Et à ce niveau, il va falloir adapter l'université que nous voulons à l'université, à nos cultures et à nos pratiques. C'est ça l'important. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux comprendre, Soro, que c'est vrai, il ne faut pas que tout le monde aille à l'université. Mais si on veut dire aux élèves de terminale, n'allez pas tous à l'université, trouvons-leur d'abord où aller avant que le problème de l'université. Parce que s'il ne va pas à l'université, absolument, et ça je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que s'il ne va pas à l'université... Les sont en train d'être mises en place. Il y a la création prévue de lycées scientifiques et techniques. Oui, mais attention. Pour permettre une professionnalisation de l'enseignement supérieur. Sur cette question, ce n'est à l'État que de vos pieds. Le problème, je dis, que l'élève de terminale aujourd'hui qui a le bac, vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller à l'université et l'empêcher de faire quelque chose. Ça veut dire que l'État doit d'abord réfléchir sur ce qu'il faut faire pour cette grande masse d'élèves qui a le baccalauréat et qui doit faire quelque chose. Deuxième aspect, Soro, c'est que quand on est fils de paysans comme moi, là, qui vient de Ndoukoumane là-bas dans le Kaffrine, je peux être un élève brillant, mais qui n'a pas les moyens. Si on impose un certain niveau, l'État aussi doit réfléchir et dire que l'élève de terminale qui est très bien, qui a une excellente moyenne, mais qui a malheureusement des parents pauvres, doit être soutenu par l'État. Cette réflexion doit être en amont avant de parler. Parce que le deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas faire des réformes aussi brutalement. Vous savez, Abdoulaye Wade, quand il est venu, il a dit « j'ai mis sur l'étudiant ». J'ai mis sur l'étudiant, il faut bourse et aide pour tout le monde. Je suis d'accord sur le principe. Parce que c'est le meilleur investissement. A occasionné un déficit de 4 milliards dans le budget de l'université. En vérité, Soro a rappelé en filigrane que sur ces questions pédagogiques, sur des questions importantes, il va falloir aussi que le Sénégal maintienne sa souveraineté. C'est-à-dire que les institutions financières, Banque mondiale et FMI, si on les suit dans les questions de budget, on ne fera absolument rien. Cela est clair. Maintenant, cette réforme aujourd'hui, c'est là où j'ai des difficultés. C'est que la Commission nationale de concertation sur l'université me rappelle exactement celle qui a eu lieu, Soro, en 1993. C'est-à-dire en 1993, la Banque mondiale et le FMI ont dit vous mettez beaucoup d'argent dans l'espace scolaire, vous mettez beaucoup d'argent dans les diminuez cela. Et dans la santé, diminuez cela. Et on a créé des réformes de concertation scolaire sur l'université. Et après, nous avons vu les mesures, à quoi elles ont conduit au niveau de l'université. Je ne veux pas que l'expérience de 1993 nous revienne en 2012. Et troisième question, c'est-à-dire que tous les acteurs de l'université, ce n'est pas simplement ceux qui sont à l'université. Ce n'est pas simplement les professeurs. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous n'êtes plus un acteur à l'université. Mais votre point de vue peut être mis dans la corbeille. Les parents, ceux qui ont en charge certaines questions sociales, doivent être associés à la réflexion. Là où je ne suis pas encore d'accord, je suis tout à fait toujours complaisant, ou bien à la limite, je suis admiratif du CV du professeur Souleymane Bachir Diagne. C'est un homme d'une qualité exceptionnelle.
Mais depuis quelques années, il s'est un peu démarqué de l'université sénégalaise. Il est aux États-Unis. Donc par conséquent, je pense que le choix... Il ne maîtrise pas les réalités. Les réalités, depuis quelque temps, il ne maîtrise plus les réalités. Je pense qu'on aurait pu choisir une personnalité qui est au cœur de ce qui se passe au niveau de l'université, au cœur des réalités sénégalaises, et pouvoir ensuite associer toutes les forces sociales pour qu'on réfléchisse sur une université africaine. Merci beaucoup. Alors, ce rapport de la CNAES, les étudiants disent n'avoir pas été associés. En tout cas, les auteurs du rapport disent qu'il y a eu des étudiants qui ont été associés à la réflexion. Au niveau du corps professoral, certains disent que les personnes choisies ne répondent pas au bon profil. Et puis, c'est un rapport aussi qui met en œuvre des réformes qui pourraient faire de l'université une poudrière sociale, parce que le problème, c'est que les étudiants ne vont pas accepter la fin de la généralisation des bourses, ils ne vont pas accepter l'intégration des critères d'excellence qui vont peut-être faire dégager un bon nombre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part, si jamais vous matérialisez ce rapport, en train de privatiser l'enseignement supérieur au Sénégal? Non, il n'y a pas une volonté de privatisation. Il y a simplement une volonté de performance et une volonté d'amélioration du système universitaire. Parce qu'il faut d'abord saluer la décision du président Macky Sall de créer l'université du Sine Saloum, de créer une autre université ici à Dakar et de créer également des lycées scientifiques. S'il vous plaît, ces décisions-là, il faut respecter son temps de parole. Ces décisions, oui, mais s'il vous plaît, il faut respecter son temps de parole. Elle n'est pas créée par le président Macky Sall. S'il vous plaît. Je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé. Donc, je disais que ces décisions proviennent de plusieurs constats. D'abord, notre système scolaire ne répond plus aux besoins de développement et donc de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 70% des littéraires, 70% des bacheliers, n'est-ce pas, qui sont orientés dans les séries littéraires. Alors que nous avons besoin d'étudiants scientifiques pour changer vraiment les choses. Mais alors, renforcer les filières scientifiques et permettez aux fils de paysans, de pêcheurs, aux fils des Sénégalais qui n'ont pas les moyens d'aspirer à un enseignement supérieur de qualité. Je veux dire simplement que cette amélioration-là n'exclut pas pour autant les fils de paysans. Parce que le mérite sera toujours récompensé. Peut-être que si les coûts de l'inscription étaient fixés à 150 000, vous ne seriez jamais à l'université, je n'y serais jamais. Mais bien sûr, pourquoi pas? Voilà. Est-ce que vous le dites? Voilà. Pourquoi pas? Parce que déjà, moi, quand j'étais donc à l'université, je donnais des cours. À partir de la deuxième année, je donnais des cours. En troisième année, je donnais des cours. En année de maîtrise, j'ai donné des cours. Et j'ai pris en charge donc mes propres besoins estudiantins. Bon, je veux dire également qu'il y a aussi un autre impératif. C'est tout simplement de sortir du canevas de l'enseignement général ou l'enseignement généralisé, qui ne donne pas de profil véritablement alors opérationnel donc, sur le marché du travail. Aujourd'hui, l'objectif en matière d'enseignement universitaire, c'est de créer de nouvelles filières ou des filières innovantes dans les télécommunications ou par exemple dans les ingénieries financières ou bien dans les séries scientifiques. Et ça, le Sénégal ne peut pas aujourd'hui prendre ce pari et réussir ce pari-là s'il ne prend pas des sacrifices, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut que les jeunes comme ceux-là aujourd'hui et les élèves comme ceux-là aujourd'hui qui sont ici devant nous aient une chance, une fois qu'ils accèdent à l'université, d'accéder à des filières qui peuvent leur assurer un emploi pérenne, un emploi compétitif, un emploi rémunérateur dans le marché du travail et pour prendre en charge correctement leurs propres besoins. Et pour cela, il faut que les... Et c'est à cela qu'aujourd'hui on est en train de travailler. Et pour cela, il faut que les étudiants prennent en charge une partie des coûts de leurs études. Bien sûr. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui, parce que les réformes qui ont été proposées par la commission de concertation ne sont que des projections et des propositions. Il y a un échantillonnage qui a été fait. On ne peut pas prendre tous les étudiants ou prendre tous les professeurs pour venir siéger dans une commission de concertation. Alors, il y a un échantillonnage, et après cet échantillonnage et le rapport qui a été édifié, il y aura un conseil présidentiel qui sera tenu le 6 mai prochain
sous la présidence du président de la République pour examiner les propositions qui ont été faites et les rendre opérationnelles. Il y a une chose qui est quand même paradoxale. Concernant la prise en charge des milliers de bacheliers non orientés, l'État du Sénégal a dégagé une enveloppe de 5 milliards. Vous ne pensez pas qu'avec 5 milliards, qu'on pourrait construire une université et désengorger l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Bien sûr, c'est la faute de l'ancien régime qui aurait pu avoir cette vision-là. En sachant qu'aujourd'hui, les amphithéâtres, les campus universitaires sont débordés. Et aujourd'hui, alors, ne peut plus contenir le flot d'étudiants qui arrivent donc de tous les lycées et des collèges. Mais ce n'est pas une bêtise commise par l'actuel régime. Corriger. Non, parce que nous avons trouvé le problème sur place. N'oubliez pas que c'est la première rentrée universitaire du président Macky Sall. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est venu, c'est 6 500 étudiants qu'il a pris en charge avec le budget de 5 milliards dont vous avez fait état tout à l'heure, et avec lequel il va permettre à ces étudiants-là d'entrer et de faire des formations qualifiantes dans des instituts de formation donc agréés par le CAMES. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a fait mieux que l'ancien régime qui les a laissés en rade. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer à la replay de l'actualité nationale et internationale. Au menu de ce numéro d'aujourd'hui, la rébellion dans le parti Rewmi, le dernier rapport du Fonds monétaire international. Pour l'actualité internationale, la disparition de la Dame de Fer qui a tiré sa révérence et les attentats de Boston. L'Amérique qui vit encore avec la psychose des attaques terroristes. Ces déclarations émanant du président de notre parti ne peuvent pas, en ce qui nous concerne, nous, militants de Rewmi, en tout cas avoir une adhésion à notre niveau. Je suis entièrement solidaire de ce que le gouvernement a fait jusqu'ici. Si quelqu'un d'autre pense autre chose, ça n'engage que lui. Tous les critères d'évaluation quantitatifs et objectifs relatifs à la 5e revue de l'accord triennal ont été respectés, a annoncé le Fonds monétaire international au titre de l'instrument de soutien à la politique économique. Des exceptions relatives à la montée en flèche des marchés de gré à gré sous Macky Sall ont été cependant notées. Dans les conclusions de sa dernière mission au Sénégal, le FMI déplore par ailleurs des moins-values fiscales et de nouvelles pressions sur les dépenses qui affectent les perspectives budgétaires. La difficulté, c'est d'être en face de nouvelles formes de terrorisme que les Africains ne connaissent pas tellement. Cette affirmation me semble assez grave et assez discourtoise aussi pour les Africains. Le Pentagone a un problème, c'est-à-dire que les Africains ont beaucoup hésité avant d'intervenir, il a fallu que la France le fasse, et les Américains aussi étaient contre la guerre. Et ils se sont rendus compte que les Français quand même ont fait le travail et que les États-Unis n'ont pas une influence directe sur la situation. Le Parlement britannique s'est réuni en session extraordinaire pour rendre hommage à Margaret Thatcher, décédée lundi à l'âge de 87 ans. Le Premier ministre David Cameron a salué le parcours exceptionnel de son illustre prédécesseur. C'est au début de l'après-midi à Boston, vers 14h40 hier, que la première bombe a sauté au bord de l'avenue empruntée par les marathoniens. Il n'y a eu que 13 secondes d'intervalle entre les deux énormes détonations. Les engins explosifs avaient été placés tout près de la ligne d'arrivée du marathon, à 50 mètres et à 100 mètres. Soro Diop, je commence toujours par vous. Quelques faits saillants de l'actualité qui ont capté notre attention. Quel est l'élément sur lequel vous allez commenter? Moi, je choisirais volontiers de commenter sur la mort de Margaret Thatcher. Je pense que d'abord, pour ce qu'elle représente en tant que figure de femme, qui a été Premier ministre et qui a eu à jouer quand même
un rôle important à être une personnalité très forte, mais également une personnalité très controversée. Je pense qu'à la mort de Margaret Thatcher, on a vu quelque chose qui ne ressemble pas tellement à l'hypocrisie. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, hein, mais à ce qui s'apparente comme tel dans la culture sénégalaise. Si c'était un président ou un homme politique assez célèbre sénégalais qui est mort aujourd'hui, qu'il y ait une partie qui désapprouve ou bien qui montre une désapprobation ou qui fait un témoignage sur la personne qui n'est pas un bon témoignage, les gens vont crier à l'horreur. Moi, je pense que ça c'est très hypocrite de la part dans notre culture, en tout cas. Et c'est une évolution de mentalité qui va peut-être imposer cela. Parce que moi, je pense qu'une personne, quand sincèrement tu désapprouves ce qu'une personne a eu à faire, qu'elle soit vivante ou morte, il faut rester sur ses positions de conviction et de principe. Maître Abdou Kane, quel est l'élément qui a capté votre attention? Je voudrais d'abord revenir sur le décès de la première ministre Margaret Thatcher et lui rendre un vibrant hommage. Parce qu'à l'instar de cette dame, je pense que le président Macky est en train d'emprunter donc une voie qui est salutaire pour son pays. C'est-à-dire... Mais Margaret Thatcher est accusée d'avoir appauvri les classes ouvrières durant son règne. Non, c'est que Margaret Thatcher a pratiqué une politique de réduction des dépenses publiques, une politique de rationalisation et d'efficience de la dépense budgétaire, et une politique de nationalisme qui, quand même, a fait l'autorité et surtout la reconnaissance de la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, qui a fait aujourd'hui aussi, avec sa politique de privatisation, la redynamisation donc, de l'économie anglaise. Et ça, personne ne peut aujourd'hui contester que l'économie anglaise a pris du poil de la bête, surtout au sein de l'Union européenne, où sa voix compte, ou même sa voix aujourd'hui est, je peux dire, simplement, alors, recherché. Bon, je voudrais aussi rappeler que, bon, pour ce qui concerne les attentats de Boston, je pense que la politique américaine s'est toujours fondée sur une politique de ce qu'on appelle de containment vis-à-vis des puissances étrangères. Parce que l'Amérique a toujours pensé que l'ennemi pouvait toujours et venait toujours de l'extérieur. Les attentats du 11 septembre et tout récemment les attentats de Boston viennent malheureusement de rappeler à notre mauvais souvenir que le péril peut venir de n'importe où. Et je pense aujourd'hui que ce n'est pas simplement une politique d'armement dissuasive. Ce n'est pas également une politique de belligérance qui peut aujourd'hui mettre l'Amérique à l'abri de ces périls. Il faudrait aujourd'hui et surtout, aussi bien vis-à-vis de leur propre population que vis-à-vis surtout des populations étrangères, des peuples qui ont été asservis ou des peuples qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de l'Amérique, que l'Amérique fasse une politique qui reconnaît à ces États donc leur souveraineté, mais également une politique qui puisse promouvoir également le développement par une justice sociale, donc vraiment affirmée et pérenne. Abdoulaye Sow. Je voudrais, au nom du Parti démocratique sénégalais et de son comité directeur et de son coordinateur national, m'incliner devant la mémoire de cette femme d'État, pour être un peu féministe, de cette femme d'État que fut Mme Margaret Thatcher. Je voudrais aussi me prononcer sur la question du rapport de FMI, sur lequel le gouvernement semble passer sous silence. C'est d'abord ce rapport reconnaît que les marchés de gré à gré, c'est-à-dire les marchés tapalés, ont quitté de 8% à 24%, et c'est reconnu par le rapport du FMI. Le rapport du FMI a reconnu que le gouvernement actuel n'est pas créateur de plus-value. Ça aussi, tout de suite, il a parlé de réduction des dépenses. La réduction des dépenses ne saurait être une politique. Il s'agit d'accroître les richesses et de rationaliser les dépenses. Il ne s'agit pas de réduire les dépenses. Si vous réduisez les dépenses à 500 francs et que je n'ai pas 500 francs pour acheter du pain, je ne pourrai jamais l'acheter. C'est la vérité. Il faut que l'État du Sénégal crée les richesses et en même temps rationalise les dépenses. Je suis parfaitement d'accord. Mais les 28 milliards que le président a mis
Respectez. Monsieur, mais en vérité, il n'y a rien du tout. Sinon que des promesses et des paparazzi, c'est l'escarcelle de la fonction publique, par la politique de réduction de la fiscalité, la politique d'augmentation des richesses du monde rural. Dites aux Sénégalais comment vous allez diminuer le prix du pain. Dites aux Sénégalais comment vous allez diminuer le prix du carburant. Dites aux Sénégalais toutes les promesses que vous avez données et que ne sont pas respectées. C'est ça la vérité. À 300 francs. Tout le reste n'est que de la démagogie et de la littérature. Donc, des décisions de politique qui aujourd'hui... Vous êtes au gouvernement, agissez au lieu de parler. Mais on agit. C'est vous qui êtes... Notre rôle, c'est de, en tant qu'opposition, c'est de surveiller votre action. Malheureusement, nous sommes devant un gouvernement inactif. C'est ça la politique d'accroissement des richesses. Malheureusement, vous ne voulez pas voir... Merci beaucoup, Abdoulaye Sow, membre du Parti démocratique sénégalais. Nos remerciements à Maître Abdou Kane, coordonnateur adjoint du pool d'avocats de l'État chargé de rapatrier les biens mal acquis. Il est membre du directoire de l'APR également. Nos remerciements à Soro Diop, journaliste politique, analyste politique. Soro Diop qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, et nos sincères remerciements aux élèves du CM El Hadj Mamadou Ndiaye de Ouakam et à leur accompagnateur, le professeur d'éducation physique, M. Barry. Et à travers M. Barry, nous remercions et nous avons le devoir de remercier tous ces hommes et femmes qui ont fait de l'éducation, de l'enseignement leur vocation, qui ont par moments remplacé nos parents dans notre éducation et qui nous ont accompagnés dans la préparation et la prise en charge de notre avenir professionnel. Nous vous remercions de tout cœur, et vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Actu Show, le 3e numéro. Merci et restez sur la 2STV, la première chaîne privée du Sénégal. Merci, au revoir. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Whoa, and make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along.